Alors, on ne vous avait pas prévenu, mais on a beaucoup d'étudiants dans la salle, donc je m'adresse à vous. On souhaite, vous avez vu à l'entrée qu'on a une exposition sur les enjeux, connaissances, préservation des sols. On a eu 4 posters complémentaires qui ont été amenés sur sol et changement climatique. Et on souhaiterait, grâce aux apports de cette journée, en rajouter 4 nouveaux sur les interactions sol et santé. Donc je vous invite à bien suivre parce qu'on va vous solliciter pour travailler avec nous sur la conception de ces posters, si vous le voulez bien sûr, en tant que bénévole de l'association. Voilà, on aimerait bien en tout cas que vous puissiez travailler avec nous sur ces posters, avec vos éclairages d'étudiants et votre vision un peu neuve d'étudiants. C'est précieux pour nos travaux. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Donc, je vais inviter les intervenants de la prochaine table ronde. Alors, juste, je réaffiche. Est-ce que la limite Adila, ça t'embêterait non, elle n'est pas là. Non, je vais juste reprendre le fil du... Hop. Alors oui, pour la première table ronde de... Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Pour la première table ronde, on a souhaité parler de manière un peu plus détaillée des vecteurs. Donc j'ai réaffiché ce schéma qui avait été fait par l'INERIS, qui reprenait finalement les différentes voies de transfert qui reliaient la santé des populations avec le sol, donc avec 3 grands ensembles, soit d'ingestion directe ou indirecte, par l'eau, par l'air, ou donc d'ingestion directe de sol. Et du coup, on a voulu illustrer avec 3 interventions, donc qui ne sont pas exhaustives, qui ne vont pas présenter de manière exhaustive toutes les voies de transfert, mais en tout cas, ça nous semblait être des exemples intéressants à mettre en valeur. Donc j'avais oublié de dire 2 choses sur l'animation. D'une part, c'est quand je vous fais des grands signes de là-bas, c'est qu'il faut s'arrêter ou il faut essayer de restreindre, justement pour pouvoir échanger. Là, l'objectif, c'est qu'on puisse en discuter sur tous ces enjeux et qu'on puisse partager un peu nos différentes approches. Donc les questions, elles viendront et elles vous permettront aussi d'approfondir vos interventions, d'une part. Et d'autre part, qu'à la fin des interventions, donc là de chacune de vos interventions, je vous demanderai si vous avez des questions de compréhension, que je dissocie des réactions. Donc si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à l'issue de l'intervention, vous pourrez poser vos questions directement, sinon après ça reste, et puis on reste sur cette incompréhension et on ne suit plus du tout les autres interventions. Une fois qu'ils se seront tous les 3 exprimés, on aura un temps d'échange un peu plus large, où ce sera plus vos réactions. Est-ce que vous avez entendu, ça vous fait réagir, vous n'êtes pas d'accord, vous avez d'autres retours d'expérience qui peuvent venir un peu alimenter le débat avec eux. Voilà. Donc, pour démarrer finalement ces échanges, donc j'accueille Laetitia Prévost de la Chambre d'agriculture Grand Est, Chambre régionale d'agriculture Grand Est, qui est donc chargée d'études qualité de l'air et agriculture. Je vous présente tous les 3 et puis je te laisserai la parole ensuite, Laetitia. Donc ensuite on a Cyril Feit, qui est professeur des universités et à l'Université de Lorraine, donc à l'URAFPA. Et enfin, Frédéric Pierlot, qui est chargé de mission de la Chambre régionale également d'agriculture Grand Est, et également associé à l'Université de Lorraine en tant que maître de conf. Maître de conf associé. Voilà. Donc Laetitia, je te laisse commencer sur le démarrage de cette table ronde. Je vais te remettre... d'accord. Je te laisse la parole le temps que je lance ton point. Donc bonjour à tous, Laetitia Prévost de la Chambre d'agriculture Grand Est. Et donc, comme l'a dit Sophie, je m'occupe de la thématique qualité de l'air en lien avec l'agriculture. Donc tout d'abord, pour remettre un peu cette thématique dans son contexte, donc les émissions dans l'air, c'est tout d'abord une responsabilité partagée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des émissions dans l'air qui vont pouvoir provenir des différents secteurs d'activité, que ce soit les transports, le secteur résidentiel tertiaire, les industries ou encore l'agriculture.
Et puis il y a également des phénomènes naturels d'émissions dans l'air. Cette diapo, en fait, c'est pour vous expliquer la différence entre émissions de particules et de précurseurs de particules. Donc ces polluants atmosphériques, eux, ils ont un effet local direct sur la santé et l'environnement. Donc c'est bien ça, c'est direct et local. Et les émissions de gaz à effet de serre, eux, c'est leur accumulation dans l'atmosphère qui est responsable du réchauffement climatique à l'échelle de la planète. Donc là, on parle de deux échelles différentes. Et donc sur cette petite infographie, en fait, au milieu, vous retrouvez les différentes émissions. Donc ce qui est en rouge, donc particules, oxyde d'azote, ozone, ammoniac, ce sont des polluants atmosphériques, donc effet local. Et le méthane, le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote, ce sont des gaz à effet de serre, donc qui entrent dans ce qui est les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Donc ça, c'était une petite introduction. Moi, je travaille principalement donc sur la qualité de l'air et ce qui est lié à l'enjeu qualité de l'air particules. Donc, l'enjeu qualité de l'air, donc qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, une bonne nouvelle, hein, la qualité de l'air, de manière générale, elle s'améliore. Donc là, vous avez un petit graphe qui vous montre, en fait, pour les principaux polluants de l'air, depuis les années 90, on voit qu'ils ont quand même tendance, leur quantité dans l'atmosphère a tendance à diminuer. Donc plutôt une bonne nouvelle. Donc la qualité de l'air, c'est un enjeu de santé publique. L'air ne peut pas être traité avant sa consommation. Et c'est également un enjeu économique, puisque ce qui est un enjeu économique dans le sens où il va y avoir des impacts sur la santé qui sont chiffrés, mais également des impacts, par exemple, sur le bâti, quand il y a des polluants qui vont abîmer les façades, etc. Donc, c'est un enjeu économique. Un enjeu environnemental, il y a des effets sur les écosystèmes, la forêt. Et ce qui nous intéresse également, nous, c'est que la pollution de l'air entraîne des baisses de rendement sur certaines productions. Et donc là, je vous ai mis un exemple, donc l'ozone, qui est un polluant qu'on retrouve principalement l'été, en forte concentration. Il a en fait des effets sur des espèces d'intérêt économique telles que le blé, tomates, laitue et puis des légumes. Et donc en fait son effet quand il est en forte concentration dans l'air, c'est qu'il va en fait attaquer, on va dire, les plantes. Et alors il y a une illustration, mais je pense qu'on voit rien du tout là. C'est un plant de haricot qui a été exposé à de fortes concentrations à l'ozone. Et sur les feuilles, on voit en fait des petites taches. Donc en fait, la feuille commence à se nécroser, donc ça va limiter la photosynthèse et derrière, on se doute, la croissance de la plante et la production. Aujourd'hui, sur l'ozone, on a peu de connaissances. Il y a des études en cours, mais on a peu de connaissances sur ces effets-là. Alors, je vais un peu trop vite. Donc, qualité et agriculture, quel lien ? Donc, le principal lien sur lequel nous on travaille, c'est les émissions d'ammoniac. Donc, la volatilisation d'ammoniac à partir du sol. Donc, ça, c'est un composé émis sous forme gazeuse, et c'est donc un précurseur de particules fines. Pourquoi on s'intéresse à l'ammoniac ? Parce qu'en fait, il est issu à 98% du secteur agricole. Donc ça, c'est des données, n'hésitez pas, à l'échelle nationale. Et donc, en fait, l'ammoniac, c'est un précurseur de particules, c'est-à-dire qu'il va entrer dans la composition de particules fines. Les particules fines, c'est un composé solide ou liquide qui va être émis dans l'air, et on en a deux catégories. Les particules primaires, c'est celles qui sont émises directement dans l'air, et les particules secondaires, celles-là, c'est celles qui se forment sous réaction chimique entre particules et ou précurseurs de particules. Donc l'ammoniac, il rentre dans la composition de particules secondaires. Mais je vais y revenir. Il y en a deux types qui sont surveillés, donc les PM10. Donc en fait, le 10, donc les PM10, les PM2,5, les chiffres, en fait, c'est le diamètre de la particule. Donc PM10, c'est un diamètre inférieur à 10 micromètres, et PM2,5, un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Et juste pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, donc l'illustration là, c'est une section de cheveux, et donc on voit, on a mis une particule PM10 et une particule 2,5 par rapport à la section du cheveu. Donc, vous voyez, c'est très très petit,
Et donc plus la particule va être fine, plus elle va causer des problèmes de santé puisqu'elle va s'insérer profondément dans le système respiratoire. Donc les liens avec l'agriculture, toujours. Il y a des pics de pollution, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et suivant les saisons, donc on va avoir par exemple en hiver des pics qui vont plutôt être liés à des émissions type chauffage ou trafic routier, donc plutôt des épisodes de combustion. En été, je l'ai abordé tout à l'heure, ça va plutôt être des épisodes liés à l'ozone, qui est un polluant également issu de tout ce qui est trafic routier et industrie. Et au printemps, on va retrouver des épisodes de particules PM10 composés de nitrate d'ammonium. Et en fait, le nitrate d'ammonium, vous avez une illustration en dessous, il se forme principalement entre des précurseurs de particules issus du trafic routier, de l'industrie ou du secteur agricole. Donc c'est là qu'intervient l'agriculture, donc c'est ce qu'on appelle des épisodes mixtes. Donc en fait, lorsque il va y avoir des épandages d'azote, d'azote dans les sols, sur les sols, il peut y avoir des émissions d'ammoniac. Et donc ces émissions d'ammoniac, elles vont se retrouver avec des oxydes d'azote qui sont issus de tout ce qui est combustion. Donc par exemple les transports routiers, le résidentiel, le chauffage, etc. Ça se retrouve dans l'air et en fait, suivant les conditions météo favorables, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'accumuler dans l'air, ne pas partir plus loin, quoi. Il va y avoir une réaction qui va former du nitrate d'ammonium, qui est une particule. Et donc cette accumulation... Il te reste 3 minutes. Il te reste 3 minutes. Ah ouais. Bon. J'en suis à l'intro. Va former un pic de pollution. Bon alors, du coup, d'où proviennent ces émissions liées aux pratiques agricoles? Donc là, c'est un petit schéma où on retrouve en fait les émissions à la fois de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, donc, par exemple, l'ammoniac, on va le retrouver sur tout ce qui est fertilisation, également sur tout ce qui est émissions liées aux élevages, donc effluents d'élevage. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un aperçu. Les particules, ça va être lié au travail du sol. Et puis là, j'ai également mis les gaz à effet de serre, mais comme je vous l'ai dit, moi, je m'occupe principalement de ce qui est qualité de l'air. Donc rapidement, pour refaire un point, donc la pollution de l'air, c'est un enjeu de santé publique, mais c'est également un enjeu de contentieux européen. Il y a souvent une confusion entre polluants réglementés, donc atmosphériques, comme l'ammoniac, et le changement climatique. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes échelles. Et puis il y a des thématiques émergentes, comme les produits phytosanitaires dans l'air. Donc, au niveau des mécanismes de transfert des produits phyto dans l'air, on va pouvoir avoir 3 principaux mécanismes. La dérive, c'est-à-dire que le produit ne va pas atteindre sa cible au moment de l'application. La volatilisation, c'est le produit, une fois déposé sur le sol, qui se revolatilise dans l'air. Et puis, l'érosion éolienne, mais ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins présentes chez nous, en fait. Et donc nous, on travaille au niveau de la Chambre sur un projet qui vise à comprendre ces transferts de produits phyto dans l'air en les croisant avec les pratiques agricoles. Donc c'est un projet qui s'appelle Repère et qui est en fait un projet partenariat avec des chambres, avec des associations de surveillance de la qualité de l'air qui vise à comprendre ces phénomènes. Si vous voulez des infos, il y a des infos sur notre site internet. Donc particules ammoniac, je reviens à mon cœur de sujet. Le secteur agricole est aujourd'hui clairement identifié comme devant réduire ses émissions. Donc nous, du coup, l'approche qu'on a par rapport à l'ammoniac, c'est de se dire des pertes d'ammoniac, c'est des pertes d'azote, donc une perte d'efficacité, et derrière, une perte forcément, probablement économique. Donc l'objectif, c'est de limiter ces pertes grâce aux pratiques. Donc comment? Donc tout ce qui va favoriser la volatilisation de l'ammoniac, c'est par exemple la forme de fertilisant et sa apport sous forme ammoniacale. Les conditions d'apport, des conditions sèches, chaudes et venteuses au moment de l'apport vont favoriser les émissions d'ammoniac. La pluviométrie suivant l'apport. Le pH du sol, un pH du sol élevé va favoriser la volatilisation, notamment c'est le cas dans les sols de craie. Et puis le matériel utilisé. Juste un petit exemple.
Donc de pratiques qui sont issues, en fait, on a fait un petit document pour les agriculteurs pour leur montrer quelles sont les pratiques favorables à la qualité de l'air. Donc j'en ai ramené quelques exemplaires si vous vous y intéressez. Et du coup, une des pratiques, c'est connaître son effluent. Donc tout d'abord, savoir que dans un lisier, dans un digestat ou dans un fumier, ce n'est pas la même part d'azote ammoniacal. L'azote ammoniacal, c'est celui qui est propice à la volatilisation. Et donc il y a différentes pratiques qui peuvent permettre de limiter ces pertes d'azote dans l'air, telles que l'application du lisier ou du digestat avec du pendiard et dans un enfouisseur, qui permettent en fait de limiter le contact du produit avec l'air, mais également de jouer sur les délais d'enfouissement, donc notamment par rapport à du fumier. Plus on va enfouir rapidement, moins on aura de pertes dans l'air d'azote. Mais par contre, techniquement, ça pose aussi des questions, puisque le chantier est beaucoup plus complexe. Mais du coup, ça implique que vous faites un travail aussi avec les agriculteurs pour qu'ils comprennent les caractéristiques de leur sol et du coup adapter les intrants qu'ils vont amener en fonction de ces caractéristiques. Du coup, il y a une volatilisation qui est différente en fonction des caractéristiques des sols, du pH, tu disais, mais oui. Il y a d'autres indicateurs. Alors après, là-dessus, moi, c'est plutôt, je vais vous dire je vais vous dire qu'un sol, à pH élevé va favoriser la volatilisation. Donc les préconisations ne sont pas les mêmes, par exemple en Champagne-Ardenne, dans la Marne, où c'était beaucoup de sols crayeux. Mais sinon, on va plutôt jouer sur plutôt des pratiques telles que le type de fertilisant, qui favorise, en fait, suivant la forme du fertilisant, va favoriser la volatilisation dans l'air. Donc là, c'était vraiment comprendre en fonction des formes et donc des pratiques agricoles et des différents types d'usage d'intrants, d'engrais, quelle volatilisation et quel impact ça peut avoir sur la qualité de l'air. C'est ça. Je peux continuer? Oui, assez rapidement sur le projet Prosper, du coup. Voilà, donc justement, rapidement, donc un projet qu'on a mené sur le territoire sud Meurthe-et-Moselle qui visait justement à sensibiliser les agriculteurs sur cette thématique qui est quand même récente pour le secteur, et puis qui visait à appréhender leur motivation et freins vis-à-vis de potentiels changements de pratiques qui pourraient avoir lieu par rapport à l'air. Et donc rapidement, on a fait une enquête auprès des agriculteurs, donc une enquête par mail, avec un taux de réponse plutôt satisfaisant de 21%, nous on était plutôt satisfaits. Et puis une première question, c'était quel était leur sentiment par rapport à ce qu'ils se sentaient informés sur ce sujet. Donc ils avaient plutôt la perception d'être mal informés sur la thématique, mais ils se sentaient concernés. Donc en gros, on a encore du boulot. On avait également comme question quel vecteur principal d'information. Donc c'était plutôt les médias généralistes, donc comme citoyens, tous les citoyens. Et puis on leur a demandé aussi s'ils avaient des connaissances, quelles connaissances avaient-ils sur la thématique. Et en premier lieu, ce qui est ressorti, c'était vraiment l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Et ils n'avaient par exemple pas beaucoup connaissance de l'impact de la pollution de l'air sur les rendements. Et puis pour finir, donc c'est un sujet, donc on l'a vu, complexe pour le secteur. Ce sont des phénomènes de pollution diffuse avec des sources multiples, des recombinaisons. J'essaie de vous l'expliquer assez rapidement. Il y a des facteurs indépendants du contrôle de l'agriculteur, comme la météo, le type de sol. Et puis il y a des facteurs également partiellement influençables par l'agriculteur, tels que les pratiques et le matériel. Et là-dessus, on avait également posé des questions aux agriculteurs sur la faisabilité des pratiques, et par exemple ce qui était de réduire les délais d'épandage, d'enfouissement des effluents, privilégier l'ammonitrate comme forme d'engrais azoté minéral puisque c'est celle qui est la moins émissive, introduire des légumineuses dans l'assolement pour limiter tout ce qui est, apporter moins d'azote minéral. Et donc, globalement, ce qui est ressorti, certaines pratiques culturales favorables à la qualité de l'air sont déjà bien ancrées dans les systèmes, donc c'est plutôt positif, telles que les légumineuses. Une faisabilité technique pas toujours évidente, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, réduire le délai entre épandage et enfouissement, c'est pas forcément pratique puisque ça nécessite un chantier, une organisation plus complexe.
Et puis, globalement, des agriculteurs motivés pour l'amélioration de leur système et le respect de l'environnement, mais qui se heurtent à des freins principalement de caractère économique et de temps de travail. Donc économique, à savoir que, par exemple, l'ammonitrate est la forme d'engrais la moins émissive, mais aussi la plus coûteuse. Et j'en ai fini. Merci beaucoup, Laetitia. J'avais une petite question de compréhension sur l'enquête que vous avez faite. C'était uniquement à des agriculteurs sur l'analyse de en quoi leur pratique, leur choix de pratique avait un impact sur la qualité de l'air. Donc, il y a deux questions en une. C'est d'une part la cible, que les agriculteurs ou plus largement la profession agricole au sens large, c'est-à-dire aussi les conseillers techniques et ceux qui gravitent autour des agriculteurs. Et la deuxième question, c'est plus sur l'impact derrière sur leur activité. Alors, sur le questionnaire, du coup, c'était envoyé aux agriculteurs du territoire qu'on a étudié. Et donc, c'était plutôt sur leur perception de la thématique. Qu'est-ce qu'ils connaissaient en fait du sujet? Donc c'est pour ça qu'il y avait des questions de quel vecteur d'information, quand c'est que vous entendez parler de la qualité de l'air, en gros. Et puis il y avait une deuxième partie qui était plutôt ciblée sur des pratiques en fait qu'on connaît. On connaît aujourd'hui les pratiques pour limiter les émissions d'ammoniac. Et donc on leur demandait leur perception en termes de faisabilité technique, économique, temps de travail, etc. Donc voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension, du coup? Je vous embêtais avec mes questions de compréhension et de... J'avais cru comprendre qu'il y avait aussi une autre difficulté pour les agriculteurs, c'est entre les périodes d'épandage les plus favorables pour lutter contre la pollution de l'air et les périodes qui sont propices par rapport à la qualité des eaux. Il y a des arbitrages qui, semble-t-il, sont très délicats. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Oui, Ève d'Aragon, Cour des comptes, mais j'avais fait un rapport sur la pollution de l'air et j'étais allé en Normandie où on nous avait signalé ces difficultés dans les calendriers pour préserver à la fois l'air et l'eau. Merci. Alors c'est sûr que c'est les périodes, de toute façon, les périodes où on retrouve de l'ammoniac dans l'air, c'est les périodes qui sont favorables, enfin qui sont propices pour l'épandage, donc il faut un sol portant, etc. Après, ce qui est fait maintenant, donc il y a un arrêté lors des pics de pollution, et donc cet arrêté, il doit prendre en compte toutes les autres directives, qualité de l'eau, par rapport aux préconisations qui peuvent être faites dans le cadre de cet arrêté. Et Fred va faire le lien. Et on va approfondir un petit peu dans la dernière intervention, parce qu'on a 2 intervenants de Chambre d'agriculture dans cette première table ronde. S'il n'y a pas d'autres questions de compréhension, je vais passer la parole à... Ah, si. Excusez-moi. C'est pas une réaction, hein, c'est une question. Juste une question de compréhension. Vous avez parlé d'épandage d'azote comme engrais. Question, sous quelle forme? Et sous quelle forme chimique? Et ensuite, donc suite à cet épandage, il y a émission d'ammoniac, le fameux NH3. Question, quel est le mécanisme qui permet de passer de l'engrais à l'ammoniac qui sort du sol? Est-ce que ce sont des micro-organismes qui digèrent cet engrais? En fait, c'est donc quand je parle de forme d'azote, c'est autant l'azote organique que l'azote minéral qui peut être apporté. Donc en minéral, ça va être principalement urée, solution azotée, et puis ammonitrate. Et donc, en fait, la part de volatilisation dont je parle, c'est celle qui est déjà dans le produit. Comment je pourrais peut-être expliquer? Je suis allée un peu vite là-dessus. Par exemple, pour du lisier, il y a 47% d'azote sous forme minérale, et c'est cette forme-là qui va potentiellement se retrouver dans l'air. Il n'y a pas d'interaction avec la faune du sol, avec la biodiversité du sol. Quand ça se dégrade, mais là c'est direct, c'est au moment de l'épandage. Ok. Oui, bien. Il faudrait 3 micros. Oui, merci. Est-ce que vous avez regardé les émissions par les bâtiments d'élevage?
Parce qu'il y a d'abord, c'est très très bien de demander au sol de recycler de l'azote plutôt que d'envoyer le lisier directement dans l'eau. Donc d'abord le sol, là, il joue un rôle positif en général. Donc on joue sur l'effet secondaire il faut quand même éviter les émissions de NH3 vers l'atmosphère. Très bien. Il y a 25 ans, en Bretagne, on a fait une étude comparative de l'élevage sur caillebotis et de l'élevage sur paille. Et si, au lieu d'élever les porcs sur caillebotis, on les élève sur de la paille, d'abord, il y a une meilleure croissance des animaux, il y a moins d'agressivité entre eux, il y a moins de maladies chez les porcs, et ensuite, l'azote est réorganisé avec la paille, etc. Et on n'a plus ce problème d'épandre des lisiers directement sur les sols. Donc on a réglé aussi les fuites d'ammoniac directement des bâtiments d'élevage vers l'atmosphère. Ça suppose un investissement pour mise aux normes des bâtiments d'élevage, etc. Donc la question c'est, est-ce que vous avez regardé les émissions des bâtiments d'élevage? Est-ce que vous avez une action pour changer les modes d'élevage intensif? Guillaume Bourrier, Académie d'agriculture de France. Merci. Alors, comme on n'est pas en Bretagne, du coup, nous, en fait, les systèmes ici, donc je parle plutôt pour la Lorraine, c'est des systèmes polyculture élevage, donc il y a plutôt du fumier pailleux, donc c'est quand même moins émissif. Après, je sais qu'en Bretagne, il y a eu beaucoup d'efforts faits sur tout ce qui est gestion des émissions, avec des bâtiments qui sont aujourd'hui, par rapport à l'air, il y a des laveurs d'air, des choses comme ça, des dispositifs qui permettent justement de réduire les émissions d'ammoniac et de particules. Mais chez nous, on est moins concernés parce qu'on n'a pas trop de ce type d'élevage. Merci beaucoup. En tout cas, on aura le temps d'échanger un petit peu juste après. Je passe la parole maintenant à Cyril Feit, donc du coup de l'Université de Lorraine, qui va nous parler de contamination des sols à grande échelle et approfondir un peu la petite introduction du coup que tu as eue tout à l'heure à la problématique du chlordécone dans les Antilles. Je te laisse la parole du coup pour 10 minutes, s'il te plaît. Merci. Donc 20 ans de crise, 10 minutes, je vais aller au pas de charge pour aller directement au but. Donc la chlordécone qui a été présentée tout à l'heure par Sébastien Denis. Donc on voit ici le spectre chimique de la molécule. Donc une assez forte richesse en chlore, ce qui va expliquer sa rémanence dans l'environnement. Une forme, on va dire homocubique, qui est aussi responsable de sa faible dégradabilité. Et une particularité, c'est l'oxygène qui est présent avec sa fonction acétone, qui va apporter, malgré, on va dire, un profil très hydrophobe du fait de la chloration, une capacité quand même à migrer dans les milieux aqueux, puisque cette acétone va apporter un minimum de solubilité dans l'eau. Donc l'historique de la contamination, elle a déjà été balayée. Il faut se rappeler qu'en gros, c'est 20 ans d'utilisation dans les sols antillais, 25 ans d'interdiction, donc on est 25 ans après l'arrêt des épandages. Donc ce que je vais ensuite regarder, c'est la population exposée, donc par quelle voie est-elle exposée, la population imprégnée, donc on a vu quelques éléments précédemment, et les tentatives de lien, enfin d'établissement de lien entre cette imprégnation et les effets santé, et je conclurai derrière. Donc paradoxalement, la première alerte sur la chlordécone qui a été donnée, c'est la contamination de l'eau. Donc à la fin des années 90, des analyses d'eau dans des sources, donc on est au sud de la Guadeloupe, au sud de la Basse-Terre, donc un milieu volcanique, avec des précipitations très importantes annuelles, plus de 6 mètres d'eau par an. Donc on imagine un milieu, donc c'est un parc quand même national au-dessus, donc on imagine un milieu plutôt vierge, propre, des sources sont installées depuis pas mal de décennies là-dedans, et tout d'un coup on découvre, dans des sources emblématiques de l'île, la présence de chlordécone dans les eaux. Donc il y a certaines sources qui vont être fermées de manière définitive, et d'autres sources vont être équipées de filtres à charbon actif pour éliminer la molécule. Et donc là, évidemment, une fois que cette pollution des eaux est découverte, la question qui va se poser, c'est finalement d'où vient cette molécule de chlordécone. Et donc on va remonter en amont, excusez-moi, et on va aller vers la contamination des sols. Alors la difficulté, c'est que là, on a plusieurs milliers d'hectares, des parcelles très hétérogènes, et la première question qui va se poser, c'est comment établir un état des lieux de la contamination des sols. Et finalement, la carte qui va être proposée ici, ce n'est pas une carte de contamination telle que mesurée, mais une carte de contamination telle que prédite. Et en gros, ça va se résumer à des analyses d'occupation du sol sur la période d'utilisation de la molécule. On va établir
3 périodes clés par des photos aériennes, et on va dire que la molécule a été utilisée à peu près à 3 kg de matière active par hectare et par an, et proportionnellement à la durée de culture de la sole bananière, puisque c'était utilisé sur banane, on va établir un risque de présence dans les sols, qu'on va croiser aussi avec les propriétés des sols, puisque certains sols vont retenir davantage la molécule que d'autres. Donc la carte qui est ici, on retrouve le croissant bananier de Basse-Terre, et c'est bien la zone dans laquelle l'eau de captage était contaminée. Alors derrière cette question d'eau, donc on va dire l'eau de boisson des populations, puis le sol qui apparaît comme étant potentiellement contaminé, la question qui va suivre, ce sont les aliments, puisque le sol est un support de culture. Et très vite, ce qui va être mis en évidence, c'est la contribution des légumes racines, alors notamment au début de la crise. Alors les légumes racines, bon, c'est facile à imaginer le lien avec le sol, il y en a deux. Donc on voit le petit schéma là d'un tubercule. Donc il y a du transfert dermique, enfin on va dire transépidermal, on va dire, puisque la molécule est quand même lipophile, donc elle va pouvoir passer donc la cuticule et va diffuser légèrement vers le centre du tubercule. Et l'autre transfert, qui est le transfert, on va dire prioritaire, c'est un transfert par la voie xylémique. Donc on a, par le principe de l'évapotranspiration, la molécule étant quand même soluble dans l'eau, on va avoir une translocation en partie vers les parties aériennes, sachant que si les racines traversent le tubercule, une partie va être retenue par le tubercule. Donc la première approche, c'était le rôle de ces aliments qui sont la base de l'aliment antillaise, donc avec des consommations relativement importantes. Et du coup, donc, Sébastien Denis vous a présenté tout à l'heure, dans les programmes jardins familiaux, il y a des recommandations qui ont été faites, et là ce qu'on voit en rouge, ce sont donc des plantes sensibles, donc on va trouver les madères, les ignames, les carottes, et on va recommander à la population de ne pas les cultiver dans des sols contaminés au-delà de 0,1 mg par kilo, et afin de protéger la population. Et sachant que bien sûr, à l'échelle des professionnels, ça va être un aspect drastique qui va être mis en place avec des surveillances par les organismes de l'État. Alors le transfert, j'ai juste mis une diapositive, c'est que là on voit la notion de contamination du sol, donc la présence dans le sol, et la notion de chlordécone biodisponible. Donc il s'avère que suivant le type de sol, la molécule va être très fortement retenue. Donc on a des sols particuliers qui sont des endosols, avec une microporosité très développée, dans laquelle la molécule est piégée au fond de pores qui l'empêchent d'être disponible. Mais si on ramène en fait la concentration de chlordécone dans le sol à une valeur biodisponible par la petite formule qui est à côté, où on voit l'aspect du KOC et l'aspect de la teneur en carbone organique des sols, on s'aperçoit que tous les sols vont être alignés. Donc en fait c'est bien un passage vers la solution du sol qui va être ensuite pompé par la plante et qui va le transférer donc vers les végétaux. Donc premier élément, une alerte dans l'eau, on remonte au sol, le sol alerte sur les transferts alimentaires, et ensuite va se poser la question de l'exposition de la population et d'une évaluation du risque par rapport à une exposition qu'on va qualifier d'externe de la population. Hop. Donc là, en fait, c'est les teneurs en fait, dans les végétaux. Donc en abscisse, c'est la teneur dans le sol. Donc sur la partie gauche, c'est la concentration telle qu'elle, et sur la partie, exprimée en milligrammes par kilo de sol, et en ordonnée, donc c'est la partie concentration dans les végétaux. Et donc, estimation du risque, donc les agences, notamment l'ANSES va être saisie, et elle va chercher à calculer l'exposition de la population. Et il va falloir un certain temps pour réussir à faire les calculs, puisqu'en fait on n'a que quelques données éparses de contamination des aliments, et le régime alimentaire donc spécifique donc, des Guadeloupéens ou des Martiniquais n'est pas forcément non plus bien connu par les instances publiques, par rapport à des enquêtes qui sont faites en territoire métropolitain. Donc le temps que ces données soient récupérées, un calcul peut être établi. Donc ce que vous voyez là, il y a deux zones, ZNC, ça serait les zones non contaminées, et ZC correspond aux zones contaminées. Et l'exposition va être exprimée en microgrammes de la molécule par kilo de poids corporel, donc de la personne qui consomme, et par jour. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a deux valeurs différentes, enfin, en tout cas significativement différentes, donc 0,03 dans la zone non contaminée et 0,18 en moyenne dans la zone contaminée. Alors néanmoins, il y a une dispersion de la population, et donc il y a des consommateurs qui vont être surexposés. Donc on voit le P90, donc c'est les 10% de la population les plus exposée.
Donc on est toujours à 0,07, donc on n'a fait que doubler là, dans la partie zone non contaminée. Par contre, on est passé à 0,8 dans la zone contaminée. Et il faut relier ça à la valeur toxicologique de référence qui était proposée par l'ANSES en 2003. C'est qu'a priori, en dessous de 0,5, il n'y a pas a priori de risque pour la population. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans la zone contaminée, on a 10% de la population qui va dépasser, enfin qui va atteindre 0,79 et plus. Donc on a une part non négligeable de la population qui dépasse la valeur toxicologique de référence, donc on ne peut pas exclure le risque. Et l'estimation qui est faite de ce pourcentage, c'est ce qui est marqué à droite en gras, on a à peu près 18% de la population qui va dépasser en zone contaminée. Donc, sur la base d'une exposition externe, on ne peut pas exclure le risque par rapport à l'exposition à cette molécule. Et si on regarde les aliments ou les modes plutôt d'achat qui vont expliquer la surexposition. Donc à gauche, vous avez le profil pour la population les moins exposées. Donc le percentile des 10% de la population les moins exposées. Et à droite, vous avez les 10% les plus exposés. Et les différentes couleurs, elles correspondent aux différents modes d'approvisionnement. Donc quand on part du bas, on va avoir l'autoproduction, le don, et on va avoir les marchés de bord de route, donc les trois premières couleurs, et on voit que quand on passe des faiblement exposés aux plus exposés, c'est ces parties-là qui augmentent. Donc le lien quelque part à l'autoconsommation, donc le lien au sol, plus quelque part on consomme en lien avec le sol contaminé sur lequel on vit, plus on est exposé. Alors ensuite, l'autre question, c'est cette exposition, elle va être suivie d'une absorption et donc d'une imprégnation de l'individu. Alors l'imprégnation est particulièrement pertinente pour ces molécules qui sont bioaccumulables et qui vont donc augmenter dans l'organisme et tracer finalement un historique de l'exposition de la population. Donc là j'ai juste mis un petit élément tiré d'Internet où on voit que la visite d'Emmanuel Macron donc, aux Antilles a été notamment l'occasion de discuter de la crise chlordécone et où on souligne l'imprégnation de la population. Donc cette chlordécone qui était dans l'environnement, donc dans l'eau, dans les sols, dans les aliments, elle est bien présente dans les tissus des Antillais. Et donc si on regarde les valeurs, donc prise de sang, donc là on a des moyennes géométriques, donc 0,13, 0,14 dans la population, et vous voyez que le P95, donc c'est les 5% de la population les plus imprégnés, on va avoir des valeurs supérieures à 1 ou 1,5 microgrammes par litre. Donc on a bien un lien qui s'établit entre la contamination de l'environnement, la contamination des aliments ou de l'eau de boisson, et quelque part l'imprégnation des individus. Et si on regarde les principaux vecteurs de cette imprégnation, on va retrouver la voie alimentaire, avec notamment des produits de la pêche, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un lien, on va dire, statistique qui peut être fait entre la zone de résidence. Donc si vous habitez dans une zone a priori plus contaminée, donc c'est la fameuse ZC de tout à l'heure, vous avez une exposition qui va être supérieure, mais aussi une imprégnation qui va être a priori supérieure. Et c'est la même chose par rapport, donc il faut imaginer que si les sols étaient contaminés, le lessivage a amené de la chlordécone sur le littoral. On a affaire à un littoral donc assez riche dans lequel la matière en suspension va être bloquée. Et donc les poissons littoraux vont être contaminés. Donc les zones de consommation de poissons de pêche littorale vont être aussi une raison de surexposition et de surimprégnation. Bon, la carte, on va dire c'est la carte qui permet d'établir ce lien. Donc, on est arrivé à l'imprégnation et on voit bien qu'on peut relier ça au vecteur alimentaire. Maintenant, la question c'est, y a-t-il un lien entre cette imprégnation et la santé? Donc, il y a une étude qu'a eu Prostate, donc le cancer de la prostate a été cité tout à l'heure comme une préoccupation de la société. Donc, une étude qui a été faite par Luc Multinier. Et donc là, le principe, c'est à gauche, vous avez des valeurs sériques, donc c'est les fameuses valeurs en microgrammes par litre dans le sang des individus. Et sur la partie droite, vous avez un odds ratio. Donc il y a une population, on va dire qu'on va qualifier de témoin. Donc l'odds ratio est égal à 1. Et c'est la population pour laquelle la teneur en chlordécone dans le sang donc, est inférieure à 0,25 microgrammes par litre. Et les trois autres classes sont des classes de concentration croissante dans le sang. Et on va chercher à établir si oui ou non il y a une augmentation de la probabilité de développer un cancer de la prostate en fonction de l'augmentation de la teneur sérique. Et pour que ça marche, il faut que l'intervalle de confiance, c'est-à-dire que la borne inférieure, soit supérieure à 1. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est dans l'étude telle qu'elle a été faite, pour la classe de population qui aurait une teneur sérique supérieure à 0,96,
on aurait une association avec un risque, donc 1,7 fois supérieur, de développer un cancer de la prostate. Et après, l'étude a été affinée, donc suivant la présence ou non d'antécédents de cancer de la prostate dans la partie familiale, et globalement, on va dire, quand il n'y a pas d'antécédents familiaux, le lien n'est pas établi, hein, c'est la partie gauche, et par contre, quand il y a des antécédents familiaux, le risque, enfin la probabilité associée, donc serait de 3 fois supérieure. Alors le problème, c'est que ça repose sur des études épidémiologiques. C'est un lien, donc une association, une corrélation quelque part entre une imprégnation et, on va dire, une probabilité de développer un cancer de la prostate, mais il n'y a pas de lien de causalité. Et il faut savoir qu'il y a eu un procès qui a été mené par rapport à l'État français, et pour l'instant, la causalité, les experts n'ont pas jugé qu'elle était établie. Donc là-dessus, pour conclure, on a un environnement qui a été contaminé par un historique agricole. Une molécule qui, à l'époque où elle est arrivée, était une molécule providentielle. Il ne faut pas oublier que le parasite contre lequel on a lutté pour le bananier était auparavant traité avec du lindane, où on était à 200 kg de matière active par hectare, parce qu'il était devenu résistant. Cette molécule arrive 3 kg par hectare, c'est un progrès. Elle est performante, donc tout le monde est content de pouvoir l'utiliser. Un contexte économique très particulier aux Antilles, avec des cultures, on va dire, héritées d'un passé colonial que sont la canne et la banane, mais qui sont aussi des cultures importantes d'un point de vue économique pour l'île, en termes de main-d'œuvre, et en plus fragilisées par des cyclones qui, à l'époque, avaient décimé un peu la production. 10 ans, 15 ans plus tard, des signaux d'alerte qui commencent par des contaminations des milieux aquatiques. On fait le lien avec le sol. Du sol, on passe aux aliments. Le lien est démontré. Contamination du sol, contamination des aliments, exposition de la population en lien justement avec son lien au sol, imprégnation derrière, donc là, la causalité, la chaîne de causalité, jusqu'à ce point-là, elle est démontrée. Et ensuite, quand on passe à l'effet santé, ça reste des suspicions et des associations qui n'ont pas la force de démonstration d'une causalité. Du coup, le service d'approvisionnement alimentaire des sols va être mis en question. Donc on voit la chlordécone dans l'eau, or le sol est souvent présenté comme un filtre par rapport à tous les polluants, on va dire, répandus par l'homme. Donc là, il n'a pas pu jouer ce rôle-là jusqu'au bout. Et l'eau, évidemment, c'est quand même un élément essentiel à la vie. On le voit autour des aliments. Et ça veut dire aussi que quand on remet en question le service d'approvisionnement alimentaire, on remet en question certains modes de production. Donc, par exemple, au début, les tubercules ont été touchés, ont été montrés du doigt. Or, c'est la base de l'alimentation, donc aussi une base culturelle. Et bon, moi qui m'intéresse plutôt à l'élevage, l'élevage lui aussi est touché par la chlordécone, ce qui veut dire que si on fait reculer l'élevage dans les zones contaminées, eh bien les services écosystémiques associés également à cette activité vont reculer au même titre que le service d'approvisionnement alimentaire. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. Alors, ça, c'est un défaut qu'on peut reprocher de manière assez générale aujourd'hui. En nutrition, si on prend l'exemple du fer, le fameux fer des épinards ou le fer héminique, c'est des questions qui ont été abordées parce que les nutritionnistes se sont écharpés pour savoir lequel était plus efficace. Pour la partie contaminant, en général, c'est plutôt autour du sol qu'on se pose ces questions-là, puisqu'on s'intéresse au transfert en tant que tel. Et pour l'instant, c'est peu étudié, on va dire, sur la partie risque, parce qu'on établit le risque des expositions externes, on va dire, et dans lesquelles on a du mal, de manière institutionnelle, je dis bien, à introduire cette notion de biodisponibilité. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on veut affiner les estimations de risque, ça fait partie des étapes à franchir. Donc c'est franchi en partie. Et donc sur les sites et sols pollués, il y a des moyens d'intégrer ça dans l'évaluation de risque. Mais par contre, sur la partie alimentaire, pour l'instant, ça n'est pas réellement fait. Biodisponibilité, tu peux expliquer en 2 mots? Donc en fait, quand la molécule est présente, quand un organisme va être en contact, faut-il encore qu'il puisse l'intégrer dans son organisme. Donc la biodisponibilité, en tout cas pour l'homme, elle est définie comme la part d'un polluant auquel on est exposé, qui va atteindre la circulation systémique, donc le sang, à partir duquel il va pouvoir être diffusé vers les organes cibles et générer son effet délétère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai 2 questions. Une pour le précédent intervenant qui devrait se présenter, qu'on sache... Geoffroy Serré... Oui, mais...
Essayez de penser à vous présenter les uns les autres. Ça sera plus simple. Et l'autre question, c'était la biodisponibilité. Tu as dit que c'était la molécule polluante qui réagissait avec le corps. En fait, c'est pas que les molécules polluantes, la biodisponibilité, c'est n'importe quelle molécule. On est bien d'accord? Là, je répondais par rapport au contexte. Oui, mais la définition de la biodisponibilité, c'est oui, pas oui, que... tout à fait. Oui. Non, je vérifie. Oui, ça peut être un principe actif positif aussi. Ouais. Bonjour, Anne Barbillon, je travaille sur le sujet de la pollution des sols en agriculture urbaine. Et moi, ma question, je ne suis pas du tout spécialiste, du coup, vous l'avez peut-être expliqué, mais en gros, on montre qu'il y a une relation statistique dans certains cas entre la présence de chlordécone dans le sang, si j'ai bien compris, et le risque de cancer. Mais alors pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a de causalité si on voit bien le lien statistique entre les deux? Et après, le lien statistique, si on regardait aujourd'hui, par exemple, je sais pas, le nombre de personnes qui sont venues habillées en noir, on pourrait relier ça au fait que ce soit les journées mondiales du sol à Nancy, et il y aurait pu avoir une association positive. Non, mais je veux dire, la causalité, après, pour la démontrer, il faut aller, par exemple, il peut y avoir des études chez l'animal, etc., qui vont démontrer, par exemple, que la molécule a bien un effet cancérigène, par exemple, sur la prostate, à un certain nombre de doses, enfin, une certaine dose dans l'organisme. Et là, c'est pas évident de réussir à faire le lien. Et c'est la fragilité, à mon avis, de la santé environnementale. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je connais des cas sur les Inuits, par exemple, par rapport à des expositions au PCB, où là, dans des cohortes, on va dire, très fortement exposées, où ça a été le cas aussi du côté de la République tchèque, on avait des environnements très contaminés par les PCB, et là, dans les cohortes, on arrive à mettre en évidence, quelque part, un effet. Et en plus, il y a des études mécanistiques derrière qui montrent, par exemple, que les PCB affectent le neurodéveloppement, etc. Et donc là, on a la preuve. Et donc, entre des travailleurs exposés, qui sont exposés à des doses très importantes, des populations qui ont vécu des crises, on va dire avec des concentrations très élevées, on peut parfois arriver à un lien de causalité, mais de manière générale, c'est extrêmement difficile de mettre ça en évidence, quoi. Ça répond à votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette deuxième intervention? Alors là, comment on établit une valeur toxicologique de référence? Je répète pour ceux qui sont au fond. Donc en fait, la base en fait s'appuie sur des expérimentations animales qui peuvent parfois être complétées par des données dites in vitro, donc des effets sur des cultures de cellules, etc., qui permettent parfois de démontrer les mécanismes. Donc ça peut être, mais en général, donc la base sont des études chez l'animal. Donc le principe, c'est qu'on va exposer l'animal à des doses, on va dire 3-4 doses croissantes de la molécule, et on va regarder en fait un certain nombre d'effets délétères. Ensuite, on va choisir ce qu'on appelle l'effet critique. L'effet critique, c'est le premier effet qu'on estime délétère qui arrive à la dose la plus faible. Donc là-dessus, bon, il y a des subtilités pour aller chercher sur la courbe où est-ce que ça se passe, mais on va se baser là-dessus. Et ensuite, il va y avoir des potentielles extrapolations vers l'homme. Alors, il y a des facteurs de sécurité. Donc, par exemple, on va prendre en compte des différences de sensibilité ou de toxicocinétique chez l'individu. Donc, ça va être un facteur 10. On va prendre des extrapolations interespèces. Donc, on va rajouter un facteur 10. Donc, ça va faire un facteur 100 d'extrapolation par rapport à la dose. Et éventuellement, on peut rajouter encore un facteur 3 ou un facteur 10, suivant la fiabilité de l'étude. Et donc, du coup, ça fait un facteur de sécurité entre 300 et 1000 qui va être appliqué à la dose donc, qui correspond à l'effet critique chez l'animal. Donc, pour la chlordécone, pour l'instant, c'est là qu'on en est. Et après, on peut passer à des doses, donc on appelle ça des valeurs limites biologiques, donc des valeurs d'imprégnation reliées à un effet. Mais pour ça, il faut avoir une quantité d'informations qui est bien supérieure. Mais ça existe pour le plomb, par exemple, chez l'homme, par exemple. Merci. On va passer du coup à l'intervention suivante donc de Frédéric Pierlot de la Chambre d'agriculture Grand Est et puis rattaché également à l'Université de Lorraine au laboratoire agronomie et environnement. Je te laisse la parole du coup pour 10 minutes pour nous présenter tes travaux plutôt orientés sur la voie de transfert par l'eau. Voilà. Donc moi je vais vous parler des transferts principalement donc vers les eaux
Et merci Laetitia. Donc transfert des polluants agricoles, notamment vers les eaux. Alors, si on reprend un contexte, ça paraît un peu plus alarmant. On se dit que on a dans ces polluants principalement les produits phytosanitaires. Alors dans ma présentation, je vais parler de produits phytosanitaires quand on les applique sur le sol, sur protéger les plantes, et je parlerai de pesticides quand ils se retrouvent dans l'environnement, puisqu'après, c'est plus leur rôle de protection des plantes qui est mis en avant, mais leur rôle de contaminant. Donc ces pesticides, ils sont à la fois retrouvés, on peut le voir là sur ces deux cartes-là, dans les eaux de surface, donc sur la carte qui est à votre gauche, et dans les eaux souterraines, donc contamination des nappes. Sauf que, alors quand on regarde, ces pesticides, ils sont pris en compte, notamment au niveau européen, depuis l'année 2000, la mise en place de la directive cadre sur l'eau, où on a défini des seuils réglementaires par rapport aux doses que l'on peut retrouver dans les eaux. Et donc, les seuils pour la potabilité des eaux ont été définis. Alors, pour une matière active, ces seuils sont de 0,1 microgramme par litre pour atteindre la potabilité des eaux. Et pour avoir la potabilisation possible, on est à 2 microgrammes par litre. Et quand on cumule l'ensemble des substances actives, donc on a un seuil de 0,5 pour la potabilité des eaux et un seuil de 5 microgrammes par litre pour la potabilisation. Alors, ces seuils, ils sont un petit peu particuliers. On est parmi les polluants, la seule catégorie de polluants où il y a un seuil unique pour toutes les molécules, quelle que soit leur activité biocide. Alors, on peut relever ça, c'est qu'en 2000, ces seuils ont été définis par rapport au seuil de quantification des laboratoires. Et en gros, on ne veut pas retrouver ces produits phyto dans les eaux. Et donc, c'était le seuil minimum sur lequel on pouvait les retrouver à l'époque. Et donc, vous avez eu des applications et des déclinaisons pour atteindre les objectifs de la DCE, et notamment le plan Éco-Phyto, qui en est à sa deuxième version et qui vise, alors, non pas à limiter les transferts, mais à viser à la limitation de l'utilisation, puisque l'objectif est de diviser par 2 les quantités de matières actives qui sont appliquées sur les surfaces. Mais dans Éco-Phyto, il y a le volet transfert n'est pas pris en compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas la façon de les utiliser, on travaille juste sur les quantités appliquées. Alors, je vais quand même apporter un point positif quand même dans tout ça, c'est que la qualité des eaux s'améliore quand même, puisqu'on est quand même sur des seuils assez faibles, alors qui ne sont absolument pas en lien avec la toxico. Hein. Mais on a la qualité des eaux qui s'améliore, et au robinet, suivant le rapport de la DGS, on avait 99,9% de l'eau distribuée au robinet qui n'a pas fait lieu de limitation d'usage. Donc on est à 95 et quelques qui sont en dessous des seuils, et pour ceux qui ont légèrement dépassé les seuils à certains moments, on n'a pas eu de limitation d'usage de l'eau. Cependant, on a quand même des questions à se poser, puisqu'on a des objectifs à tenir au niveau européen, donc qui est la bonne atteinte de l'ensemble des masses d'eau. Alors, je vous ai mis les objectifs 2015. Si vous regardez le calendrier, eh bien, on est un petit peu à la bourre, puisqu'on a loupé l'objectif 2015 de bonne atteinte de la qualité des eaux. Donc il nous reste à atteindre les objectifs 2021 et 2027. L'autre chose, c'est qu'au fur et à mesure que ces substances actives sont retrouvées dans les eaux, eh bien, le législateur il ne se pose pas de questions et il les interdit. On a eu le cas d'une substance active qui est l'isoproturon, qui a été retrouvée en 2014 et qui s'est retrouvée en 6 mois interdite parce qu'on a montré que ça venait, alors en plus ça venait de chez nous, ça venait de Lorraine, et ça s'est retrouvé dans les eaux du Rhin. Et donc on s'est retrouvé avec une substance qui dans les 6 mois a été interdite. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a maintenant des produits de dégradation de ces produits phyto qui sont pris en compte. Et notamment, on peut se poser la question sur la prise en compte de ces métabolites. Alors, si on prend un petit peu, simplement une petite synthèse sur les voies de transfert, donc j'ai mon tracteur qui épand une substance active sur les sols,
Et ces voies de transfert vers les eaux, elles sont de 4 sortes. Alors la première, c'est, je reviens sur la volatilisation dont a parlé Laetitia tout à l'heure. Il y a une volatilisation potentielle de ces substances actives et puis une remobilisation ultérieure. Et puis, autrement, dans le cas de phénomènes pluvieux, on a 3 voies de transfert de ces polluants d'origine agricole. Le ruissellement, donc directement vers les eaux de surface, la percolation, l'infiltration qui va arriver vers la nappe, ou alors, une particularité, c'est qu'on a aussi du drainage, et donc on a drainage par tuyau enterré, l'assainissement agricole, qui peut ramener, après avoir percolé dans les 80 premiers centimètres, par des tuyaux sur les eaux de surface. Par rapport, pour vous donner quelques ordres de grandeur sur les substances actives, donc en volatilisation, alors si on prend aussi l'azote avec, on peut aller de 1 à 90% de la quantité de matière active appliquée qui peut se volatiliser. En percolation, on est à moins de 1% de ce qui est appliqué, qu'on va retrouver après dans les nappes. Le ruissellement, en fonction de l'épisode ruisselant par rapport à la période d'application, on peut aller de 1 à 10%. Et en drainage, la littérature nous montre qu'on est entre 0,1 et 3%, mais plus souvent proche des 0,1% de la quantité appliquée. C'est-à-dire que le sol filtre au moins 99% de ce que l'on va pouvoir retrouver. Et donc, voilà, moi j'avais un enseignant en agronomie à l'ENSAIA qui nous disait que de toute façon, si on n'avait pas le sol entre les pratiques agricoles et puis l'eau, soit on serait tous morts depuis longtemps, soit on aurait changé d'agriculture depuis bien longtemps aussi. Et donc, si on prend les facteurs à l'origine de ces différents transferts, mais en fonction des voies de transfert, ils sont différents. C'est-à-dire que la caractéristique principale de ces transferts, c'est le type de sol. Alors, le ruissellement, on a déjà 2 types de ruissellement. Un ruissellement dit ortonien, qui est un refus d'infiltration par la perméabilité qui est plus faible que la quantité d'eau appliquée. Et donc, on va se retrouver, phénomène de battance, avec du ruissellement qui peut être du ruissellement érosif par la suite. On a du ruissellement par saturation, quand le sol, on peut considérer comme une éponge. Une fois que l'éponge est pleine, s'il retombe de l'eau au-dessus, ça déborde. Donc, on a du ruissellement par saturation. Et on peut avoir également de l'infiltration si le substrat est perméable, ou si on arrive sur une couche imperméable, soit un ruissellement dit de subsurface, un peu en dessous de l'horizon, soit par le drainage, donc par des tuyaux enterrés qui vont emmener l'eau. Alors ça va jouer, la topographie va jouer, la pente va être un accélérateur, etc. Quel type de polluant on va avoir ? En fonction du ruissellement, on peut se retrouver principalement avec des matières en suspension, ruissellement érosif, et puis les pesticides sous forme dissoute et sous forme liée à ces molécules, ces matières en suspension. Par le drainage, vecteur sol, on va avoir le nitrate, les pesticides et un petit peu de matière en suspension. Pour ordre d'idée, chez nous, à peu près, par le drainage, il sort 75 kg de matière fine par les eaux de drainage par hectare et par an. Les écoulements hypodermiques, donc subsurface, ça peut entraîner des nitrates et des pesticides. Et puis de l'infiltration peut entraîner des nitrates et des pesticides. Alors, si on veut se placer à 2 échelles, donc l'échelle de la parcelle, l'échelle du bassin versant, voilà, on se rend compte qu'à l'échelle de sortie de parcelle, c'est surtout le ruissellement qui peut être vecteur de sources de pollution très importantes, puisqu'on peut arriver jusqu'à des 1000 microgrammes par litre directement à la sortie de la parcelle. Alors que c'est vrai que si on se met à l'échelle du bassin versant, on a dit 99,9% des eaux qui étaient fournies sont de qualité supérieure aux normes. C'est donc qu'on a cet effet de dilution du bassin versant qui fait qu'on arrive à des eaux de bonne qualité. À l'échelle de la parcelle, dans les phytosanitaires, ce qu'on retrouve, c'est essentiellement des herbicides et des fongicides. Par contre, dès qu'on est à l'échelle du bassin versant, ce ne sont que les herbicides qui représentent plus de 95% de ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire que les molécules sont appliquées en plus grande quantité, elles sont appliquées sur beaucoup plus de parcelles, et donc cet effet de dilution est moins important, alors qu'au niveau des fongies, on ne les a pas. Pour les insecticides, on ne les retrouve jamais dans l'eau, alors pour 2 raisons. Et de une, c'est qu'on ne sait pas trop bien les chercher. Ça, les laboratoires ont des petits soucis par rapport à les retrouver. Et puis de 2, en temps sur la période où ils sont appliqués,
notamment au printemps, etc., qui prêtent moins à ces transferts. Et puis, du coup, elles sont appliquées souvent à très faible grammage. Surtout chez nous, on fait souvent des impasses aussi sur ce type de substances qui se retrouvent en dessous des limites de détection. Pour le nitrate, simplement un petit focus, on a un peu moins d'effet d'échelle. Tout simplement, c'est que pour les substances actives, seules les parcelles qui ont reçu ces substances participent à la contamination, alors que pour le nitrate, l'ensemble des parcelles participent à la concentration en nitrate. Donc à l'échelle du bassin versant, on a moins d'effets dilution. Je vous invite à aller vers la conclusion. Oui, c'est pour ça, mais on a quand même des solutions. J'y arrive. Et donc, on a des effets volants sur les pratiques agricoles pour limiter le ruissellement. Alors, oui, on a l'application des phytos en moins, etc. Ça, tout notre conseil, le conseil chambre tourne autour de la limitation d'usage. Mais après, on a la limitation des impacts. Et on peut travailler, on a dit que c'était le ruissellement qui était le plus problématique, et donc on a des dispositifs qui vont essayer de limiter le ruissellement. Donc des sols couverts plus longtemps. On peut augmenter la rugosité du sol avec des doubles semis, avec des passages en perpendiculaire par rapport à la pente, ou au contraire pour limiter les versants contributeurs, donc limiter la pente contributrice à la même masse d'eau. Et puis, on a des zones tampons, notamment les zones tampons dispositifs enherbés qui vont nous permettre de limiter le ruissellement, que ce soit des bandes enherbées, des tournières, des talwegs enherbés, etc., pour éviter les ruissellements, surtout les ruissellements concentrés. Et puis, donc, c'est des efficacités importantes, puisque voilà, une bande enherbée peut absorber de 80 à 180 mm par heure. Une haie arbustive, on est à 400 mm par heure, ce qui est à quelques années. Et donc, on arrive à plus de 90% d'efficacité de piégeage de ce ruissellement si on est en conditions favorables, c'est-à-dire bandes enherbées qui ne sont pas tassées, où il n'y a pas eu de chemin préférentiel, etc. Et pour tout ce qui est contexte drainé, eh bien, on a mis des dispositifs en place un petit peu identiques à ceux qu'on trouve en sortie de station d'épuration, c'est-à-dire qu'on déconnecte l'arrivée du drain du cours d'eau, où on met des dispositifs type mare ou fossé de remédiation. Là, je vous ai mis 2 photos pour vous montrer, c'est-à-dire qu'on va essayer de bloquer le temps de séjour pour pouvoir permettre la dégradation de ces substances actives avant d'arriver dans le cours d'eau. Donc c'est un petit peu ce qui est utilisé en STEP. Et donc, hop là, on arrive chez nous dans nos expérimentations à au moins 25% d'abattement entre l'entrée et la sortie de nos dispositifs qui sont très très faibles. Et c'est la dernière diapo. Et donc, on peut réfléchir à des aménagements à l'échelle du bassin versant pour avoir des bassins versants plus résilients, moins contributeurs, à la fois en jouant sur les pratiques agricoles, certes, mais aussi en s'appropriant l'espace, en travaillant sur des zones tampons. Sauf que voilà, ça nécessite d'avoir différents acteurs qui interviennent dedans, parce que les agriculteurs ne pourront pas être les seuls à mettre ça en place. Et donc, il y a besoin aussi d'avoir des autres acteurs, des collectivités territoriales, parce que ça a une emprise foncière importante, qui ne peut pas être que du seul ressort de l'agriculture. Et donc, on a une combinaison de mesures qui va nous permettre de pouvoir atteindre cette bonne qualité des masses d'eau. Voilà, et je vous ai mis le petit site, moi je fais partie du groupe technique zone tampon au niveau national, et vous aurez peut-être plus d'informations aussi sur ces zones tampons sur l'adresse qui est présente en bas du diaporama. Merci bien. Merci beaucoup. C'est très frustrant de devoir dire aux gens de conclure et d'aller vers la fin, mais bon. On a toujours tendance à vouloir en dire trop et du coup à avoir trop d'intervenants sur les journées. Et puis sur un thème comme ça qui est aussi large, c'était pas évident aussi de prioriser. Est-ce que vous avez quand même des questions de compréhension sur cette 3e intervention? Oui. Bonjour, Olivier Lavaux, membre du CA de la FES et agroécologiste. Juste une petite question, une précision. Vous avez dit comme quoi les mesures de qualité de l'eau étaient meilleures. C'est au niveau national ou c'est spécifique à la région? Alors, non, c'est les sites, c'est la DGS, donc c'est les chiffres nationaux. Où on arrive à avoir une qualité qui est quand même globalement satisfaisante dans toute l'eau qui est livrée dans le réseau pour les particuliers. Oui, c'est pas forcément les eaux de surface dont on parlait. Ce ne sont pas que les eaux de surface, c'est l'ensemble. Oui.
Vous avez un statut qui est intéressant, le fait d'être à la fois enseignant-chercheur et puis à la Chambre d'agriculture. Du coup, vous êtes aussi bien sur la connaissance et l'amélioration des connaissances et en même temps sur leur transfert. Comment est-ce que ces notions, elles sont appropriées par les agriculteurs, justement, et cette vision de l'impact de leurs activités et des formations éventuellement qui leur permettent de mieux en prendre conscience et de mettre en place des méthodes de préservation de l'eau au travers de leur usage des sols? Ouais, alors du coup, les agriculteurs sont toujours très très intéressés par rapport à leurs impacts, puisque voilà, ils sont assez souvent montrés du doigt par rapport à ces transferts, et du coup, eux, ils sont intéressés pour pouvoir travailler sur l'amélioration de la qualité. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais avec un groupe de 25 agriculteurs qui cherchent justement à limiter le ruissellement et les contaminations, avec lesquels on va travailler sur la mise en place justement de tous ces leviers zones tampons intra- et interparcellaires et qui sont prêts à essayer beaucoup de choses sur notamment, on va réenherber des talwegs pour limiter la concentration du ruissellement érosif. Il y en a certains qui, dans les routes de pulvérisateurs, ont semé de l'orge pour pouvoir justement augmenter la rugosité et éviter d'avoir cet effet toboggan et ruissellement important suite dans les passages de roues. Voilà, ils sont... C'est dans le cadre des GU2E? Alors là, c'était pour un GU2E, ouais. D'accord. Je voulais juste avoir un tout petit zoom là-dessus, les groupements d'intérêt économique et environnemental pour les agriculteurs. C'est parce que c'est vraiment un regroupement, des échelles de regroupement d'agriculteurs qu'on retrouve sur tous les territoires et qui sont assez propices à cet échange entre chercheurs et agriculteurs sur des thématiques de transition agricole. Donc renseignez-vous sur vos territoires, c'est un bon moyen finalement de remettre de l'innovation sur les installations agricoles et de l'innovation durable autant que possible. Et puis c'était le levier, on a aussi les groupes d'agriculteurs défis aussi, qui font partie du plan Ecophyto, qui eux travaillent plutôt sur la réduction d'utilisation aussi, avec lequel on a beaucoup de choses. Bon, là, ce n'était pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais oui. Ouais. Et il y en a, oui, sur toutes les thématiques, sur le changement climatique aussi. En Normandie, on en a un certain nombre. Oui. Donc Sylvie Doucet de l'Université de Lorraine. Moi j'avais une petite question. On a vu des présentations qui montraient l'impact des pesticides ou autres polluants sur la santé humaine. Et comme on est aux Journées mondiales des sols, quid de la santé des sols? Sur la biodiversité dans les sols... Ouais, alors après, là c'était plutôt une présentation par rapport, oui, au transfert dans les eaux. C'est vrai que c'est toujours assez paradoxal de se dire que on va limiter par exemple le travail du sol pour favoriser la biodiversité, mais dans certains cas on se rend compte que ça va être, alors comme on l'avait tout à l'heure entre l'air et l'eau, ça peut être antinomique aussi en termes de transfert dans les eaux, puisque dans certains cas, lors de non-travail du sol, on va se rendre compte qu'on va mettre en place des circulations privilégiées, avec des transferts privilégiés, de la macroporosité beaucoup plus importante dans le sol, et on a certaines substances actives, type glyphosate, qui vont pouvoir transférer plus facilement. Et donc, voilà, le paradoxe, ça va être toujours entre la limitation, entre la technicité, la santé, la préservation. C'est vrai que voilà, le non-travail du sol, on se rend compte qu'on a une biodiversité dans le sol qui est plus importante, mais en même temps, voilà, à cette heure-ci, l'agriculture de conservation sans recours aux herbicides, c'est très compliqué. On ne sait quasiment pas faire. Hein. Le bio sans charrue, il y en a très très peu quand même. Et du coup, voilà, on est pris entre ces deux thématiques. Ouais. Sur l'agriculture biologique, voilà, souvent c'est le travail du sol parce que, eh bien, la charrue c'est le désherbage privilégié, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ça répond en partie à votre question. Oui. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'approfondira aussi cet après-midi. C'est pour ça qu'on a voulu avoir une approche cet après-midi plus sur la multifonctionnalité des sols et voir comment justement la vie des sols, elle va entrer en jeu dans la capacité des sols à assurer une grande diversité de fonctions. Et justement, est-ce que ça veut dire ça, des sols en bonne santé?
Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des réactions? On va prendre 5 minutes encore avant de passer à l'intervention précédente. Oui, bonjour, Jean-Luc Forder, Vivessia, donc spécialisé dans l'agriculture de conservation. Alors, c'est une réaction que j'ai. Sur quoi vous vous basez pour affirmer qu'en agriculture de conservation, les phytos descendent beaucoup plus rapidement, etc. Est-ce que vous avez une preuve scientifique? Oui, alors il y a des études, notamment ce qui a été fait à Purpan. L'équipe de Lionel Aleto a démontré aussi que dans certaines situations, alors pas toutes les molécules, hein, mais on a certaines substances actives, oui, qui vont travailler avec la macroporosité du sol, et dans les cases désimétriques à 1 mètre, ils ont retrouvé des substances actives qui descendent plus rapidement dans ces sols. Sauf que, oui, après, on a des gros avantages aussi par rapport à l'agriculture de conservation sur des phénomènes. Voilà, on éviterait le ruissellement pour beaucoup, qui est source de beaucoup de contamination des eaux de surface et puis d'érosion. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, il y a aussi, il y a des études scientifiques qui ont montré que certaines substances actives ont transféré plus facilement en non-travail du sol que lorsque l'on est sur des périodes où avec le labour, on va remettre une éponge aussi en place qu'on n'a plus sans le travail du sol. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Il y en a une là et la dernière. Je vais compléter ta réponse, si tu veux bien. En fait, il y a 3 semaines, début novembre, il y avait un colloque sur les essais longue durée qui se tenait à Versailles. Et il s'est posé justement la question, donc il y a un certain nombre de résultats, c'était un colloque sur 2 jours, il s'est posé un certain nombre de questions, il y a eu un certain nombre de résultats qui ont été présentés, et ce sont ces essais longue durée justement qui permettent de voir, de comparer, et les essais longue durée, il y en a qui sont sur un seul type de culture, d'autres, un seul type de pratique, pardon, ou une seule molécule, enfin il y a des choses comme ça, et donc ils permettent de comparer. Après, ils sont sur des sites différents, etc. Donc on pourrait dire aussi qu'on prendrait en compte la diversité des sols. Ça serait pas mal pour vérifier si ça descend ou si ça ne descend pas. Mais il y a des choses qui existent, des essais de longue durée. Et quand je dis longue durée, la définition qui a été donnée à ce colloque, c'était 20 ans. Ça permet d'observer, avec notamment des lysimètres, et un effet sur l'eau, sur l'état du sol, sur la biologie des sols aussi. Donc ça existe. Le colloque, normalement, devrait donner suite à... Sur le site, on devrait avoir les présentations des uns et des autres, donc je vous invite à regarder ça. Merci Sophie. Et là, juste nous, sur notre plateforme expérimentale sur Arouet, on a mis des cases lysimétriques séparées à 80 cm, et dans les modalités qu'on suit, il y a une modalité en agriculture de conservation sans glyphosate. Ça vient d'être mis en place au mois de mai. Vous avez vu de la météo du coin, donc pour l'instant, on n'a pas récupéré grand-chose dans les plaques lysimétriques depuis le mois de mai. Mais on va suivre aussi sur 6 ans et pour avoir une idée justement de ce qu'on va pouvoir voir, sachant qu'on a cette agriculture de conservation et puis à côté on a un système dit protection intégrée des cultures qui est sur la base éco-phyto, c'est-à-dire 50% de l'IFT régional, voilà. Mais avec encore du labour aussi d'opportunités. Oui, bonjour, Marie-Thérèse Gessler, je travaille pour l'accompagnement et la formation des agriculteurs en agriculture de conservation des sols. Et j'avais 2 petites remarques. Premièrement, c'était pas du tout la question que j'avais au début, mais je vais rebondir là-dessus. Non, c'est pas du tout une critique, mais dans ces essais, même les essais longue durée, on parle peut-être d'agriculture de conservation des sols, mais est-ce que c'est vraiment des sols qui sont... Enfin, quand on fait de l'agriculture de conservation des sols, on essaie vraiment d'avoir un sol vivant, ce qu'on dit. Est-ce que dans ces cas-là, les sols le sont vraiment? C'est une question, je ne sais pas si on le sait, si on ne le sait pas. Après, la question, c'est comment on le définit aussi. Non, l'autre remarque que j'avais à la base, je ne sais pas si on va en parler cet après-midi. On parle là depuis ce matin de pollution des sols, des eaux, donc pollution des aliments. Ça, je comprends tout à fait, c'est très important. Mais pour moi, la santé de l'homme vient aussi de la qualité nutritive des aliments. Est-ce que ça va être abordé? Parce que la qualité nutritive des aliments va aussi provenir du sol. On ne parle pas forcément de pollution chimique. Est-ce que c'est des choses qui vont être regardées aussi? Ou est-ce qu'on parle toujours de pollution chimique? C'est une remarque par rapport à la santé humaine, quoi. C'est important. Est-ce que vous voulez réagir sur cette...
Non, sur le programme en lui-même, c'est vrai qu'on se rend compte, et puis ça fera un peu la transition avec l'intervention de Christophe Schwartz, on se rend compte que la manière, quand on arrive à intégrer la problématique sol dans des politiques publiques ou dans l'aménagement du territoire, c'est que on parle de risque finalement. Le côté qualité nutritive des aliments issus d'un sol en bonne santé, on n'a pas suffisamment, en tout cas, d'arguments scientifiques pour démontrer qu'un sol en bonne santé donne une alimentation avec une qualité nutritive plus importante qu'un sol qui aurait... on peut avoir des données, mais en tout cas, le transfert se fait difficilement dans des politiques d'aménagement du territoire et dans notre quotidien. Et on l'abordera, je pense, cet après-midi, parce qu'on va vraiment parler de multifonctionnalité des sols, donc de cette approche transversale des effets bénéfiques des sols sur notre santé. Ce sera vraiment l'objet du début de la matinée, puis je pense que Christophe en parlera aussi dans sa présentation. Donc je vais remercier nos 3 intervenants. Je voulais juste signaler qu'on n'a pas pu le passer ce matin par manque de temps et surtout soucis techniques, mais la Chambre d'agriculture Grand Est a fait une petite vidéo sur le programme Prosper qui montre vraiment aussi l'intérêt d'une animation territoriale et de l'implication d'une grande diversité d'acteurs pour mieux faire ces liens entre qualité des sols et là, pour le coup, qualité de l'air.